C'est un vieux de la vieille du monde politique haïtien. Quelqu'un qui s'est engagé à combattre la dictature des Duvaliers, même de l'exil étant. Son idéologie politique se trouve du même côté que son cœur, c'est-à-dire à gauche, et semble n'avoir jamais changé de place. Fondateur du parti politique PAMPRA, sénateur de la République à 2 reprises, ancien candidat à la présidence, actuel conseiller spécial de la fusion des sociodémocrates, Madame, Messieurs, c'est le vieillot Serge Gilles qui va tout nous dire aujourd'hui. Toujours dans le confort d'une des splendides suites de l'hôtel Royal Oasis, je vous invite à écouter, tout écouter, de la vie d'un homme qui marche à gauche. Bonjour, bonsoir, bienvenue à une personnalité Dito. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci d'accueillir chez vous cette nouvelle sortie de Une personnalité Dito. Aujourd'hui, comme annoncé, c'est quelqu'un qui se trouve à gauche, justement à ma gauche, qui va tout nous dire aujourd'hui. Ancien sénateur de la République, il a brigué 2 mandats au Parlement. Il est aussi le fondateur, comme je l'ai dit à l'introduction, de PAMPRA. Il est présentement conseiller spécial de la fusion des sociodémocrates et à gauche, tout à gauche, il va tout nous dire aujourd'hui. Bonjour, Serge Gilles, ça va bien? Ça va, c'est bien. Ok, je sais que vous adorez la chanson thème de Miss Anaïs, mais c'est parce que vous allez chanter pour nous tout au début. Non, je l'aime, j'aime l'écouter, mais je ne suis pas chanteur. Mais bon, il y a des trucs que tout le monde sait. Oui, alors, vous nous chantez quoi? C'est l'épreuve du début à cette émission. Ah bon, très bien. Quelque chose en relation avec mon pays. Bon, je m'en doutais. Bah oui, voilà. Une chanson sur Che Guevara, c'est quoi? Sur Che Guevara, j'ai oublié, surtout c'est en espagnol. Je le connaissais, c'est vrai. Comandante Che Guevara. Oui, très bien. Mais je serais plus à l'aise si je chante un truc en relation avec mon pays. Par exemple, pour le drapeau, par exemple, l'hymne national. Écoutons. Pour le drapeau, pour la patrie, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis. Et le reste. Vous seriez un bon choriste dans une chorale comme voix de basse. Oui, mais j'ai jamais essayé. Oui, une fois j'avais essayé avec Hervé. Hervé à Denis. Paris, dans un chœur, on avait une chœur. C'est dans le cadre du groupement des Haïtiens à Paris, qui s'appelait GEP. Et puis bon, et on a eu même le premier prix à la cité universitaire. Le premier prix des nations. Bon, Hervé, il était le chef des affaires et on avait monté une chorale et c'était le seul truc. Chaque fois que je devais jouer le rôle du basse, là, et puis il monte le petit doigt et puis ça va. Je ne connaissais que ça. Alors, vous chantiez à Maïsad puisque vous êtes né à Maïsad dans le département du centre, tout près de Hinche. Oui, je suis né à Maïsad, je ne l'ai jamais caché d'ailleurs. Quand j'étais à Paris, on disait qu'on m'appelait l'homme de Maïsad et que j'avais mis Maïsad sur la carte du monde. Parce qu'à un certain moment, on m'invitait à la télé, etc. On est toujours de Maïsad. Oui, on me posait la question, je dis oui, je viens de Maïsad, une commune qui fait partie du centre, etc. 2, 3 fois, 4 fois, les gens ont fini par s'habituer. Mais ce type, pourquoi est-ce qu'il parle tant de Maïsad? Non, parce que j'aime le coin. Mais j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous en parlant du coin. C'est vrai. Il y a près de 10 à 12 camions qui portent de Maïsad chaque semaine remplis de charbon de bois. Il paraît qu'on ne fait que ça maintenant à Maïsad. C'est vrai, cher ami, j'ai appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse, mais on doit faire attention. Et c'est un phénomène qui est en train de se généraliser. Parce qu'on me dit que ça a commencé aussi pour la Grand'Anse, qui était une espèce de réserve. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle ça fait pas longtemps, j'ai écrit un article sur l'environnement. Et j'ai beaucoup parlé d'un effondrement possible si on ne fait pas attention. Ouais. Et que là, j'ai été critique vis-à-vis, et je crois que c'était au cours d'une émission que j'avais avec Jean Mouna.
de la télé, de la radio en fait. À la radio. Il a beaucoup parlé de cette affaire-là et a attiré l'attention de tout le monde. Et moi, pour moi, la cause de cette affaire, c'est parce que les hommes politiques de ce pays n'ont pas une politique vraiment sur l'environnement. Il faut avoir une politique sur l'environnement. Il ne suffit pas de planter des arbres chaque année, ce n'est pas une politique sur l'environnement. Regarde autour de vous, que ce soit les pays de la Caraïbe, que ce soit la République dominicaine, tous, ils ont une politique sur l'environnement. Et quand ils plantent des arbres, il y a des lois qui interdisent aux gens de couper les arbres. Et autre chose, ils construisent des forêts, vous n'avez pas le droit de détruire des forêts pendant telle année, telle année, telle année. Ça s'appelle une politique de l'environnement. Avec ça, vous garantissez l'eau, etc., etc., et vous garantissez l'environnement. La preuve, maintenant, je suis bien content que tu me poses la question, maintenant, le taux de couverture forestière en Haïti est de 1,5. Le taux de couverture forestière en République dominicaine dépasse 40%. Tu vois? Et nous sommes le seul pays à travers le monde à avoir un taux de couverture forestière aussi bas. Cela veut dire que si nous ne faisons pas attention, dès maintenant, on va avoir une politique forestière, une politique environnementale conséquente, je vous jure que dans 7 ans, ce sera difficile, presque irréversible. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on va arriver à cet aspect-là, mais on doit commencer par le commencement. Très bien, mais c'est comme tu veux. Le commencement, alors vous n'avez pas été seulement l'homme qui a mis Maïssa sur la carte du monde, mais vous avez été aussi vous avez fait partie de la première promotion de professeur d'éducation physique en Haïti. Ah, mais vous allez loin. Oui, on va jusque dans les années 50 là. C'est vrai, c'est dans les années 50. Oui, vous avez participé à un concours d'admission à l'école normale d'éducation physique qui n'existe plus. Non, il y a eu 2 promotions terminées. Vous êtes sorti lauréat de votre promotion. Je suis sorti lauréat de ma promotion. Et vous avez bénéficié d'une bourse en France. C'est vrai, justement. Mais où est-ce que vous apprenez ces choses-là? Ce sont des choses tellement anciennes. Le journaliste n'a pas le droit de dévoiler sa source. Ah, bon, voilà, vous avez raison. Alors, parlons de cette expérience. Il n'y a eu que 2 promotions dans cette école d'éducation physique. Et bon, c'était une bonne vision, je suppose. Et vous qui avez été professeur, qui avez suivi les cours à cette école normale d'éducation physique, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience? Comment ça a été? Et c'était dans quel objectif et pourquoi ça a arrêté? Malheureusement qu'on ne continue pas. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir des équipes sérieuses, que ce soit en volleyball, en basketball, etc. Bon, on ne va pas très loin dans les grandes compétitions internationales. Oui, et une nation qui ne pratique pas les sports, c'est une nation faible. Et Mentana incorpore sano. Exactement. Ceci dit, c'était une politique on peut raconter tout ce qu'on veut sur Paul Magloire, c'était une politique de Paul Magloire, et ils avaient décidé d'ouvrir une école normale d'éducation physique aussi sérieuse à l'époque que l'école normale supérieure. Voilà. Et cela s'est fait dans le cadre de la coopération française à partir de la coopération française. Mais les professeurs venaient de la Grèce. Je me souviens très bien d'un type qui s'appelait Don Georgiadis, qui venait de la Grèce. Il y avait beaucoup de professeurs étrangers. Il y avait aussi 2 professeurs haïtiens. Et il y avait 2 professeurs haïtiens, et parmi ces professeurs haïtiens, il y avait un certain Zoupem. Zoupem, c'est la raison pour laquelle je suis réciniste et j'ai été, je le signale au passage, président du Récine pendant 3 ans ou 4 ans. Et c'est à la mémoire de Zoupem parce que c'est lui qui m'avait enseigné le football. Ok. Bon. Alors, on faisait quoi dans cette école? On vous apprenait toutes les disciplines sportives ou qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, tu étudiais la psychologie, tu étudiais la physiologie, tu étudiais l'anatomie enfin, tout ce qui est en relation avec le corps, le fonctionnement du corps, etc. Et tu faisais aussi de la psychologie. Parce que tu vas travailler avec des enfants, avec des jeunes filles, avec des jeunes, etc. Il faut connaître la psychologie des jeunes, la psychologie de l'adolescent, les problèmes et tout. Dans l'après-midi, c'était la partie pratique. Bon, alors,
comme je viens de Maïsad, je peux vous raconter la blague. La première fois, moi je savais courir à Maïsad. Courir. Et puis, moi je n'ai pas été à Saint-Louis ni au petit séminaire. Donc il y avait des trucs que j'ignorais. Bien sûr, j'ai fait mes études au lycée Pétion. Oui, mais vous avez terminé au lycée Pétion. J'ai terminé au lycé Pétion, c'est ça. Votre première, vous l'avez fait à Hinch. À Hinch, c'est ça. C'est ça. Vous connaissez mon histoire mieux que moi. Très bien. À Hinch. Et puis, quand je devais faire passer le concours du 100 mètres, et on me donne le starting block. Alors je savais comment mettre ça, j'ai découvert le starting block, qu'est-ce que c'est? Et tu me dis, c'est le starting block, d'où tu viens? Je dis, je viens de Maïsad. Ah ben mon vieux, voilà. Mais je savais courir beaucoup à Maïsad. Oui. Courir. Et puis tu sais, j'étais lauréat. Oui, vous êtes sur le 100 mètres. Non, mais sur le 100 mètres. Ah, ok. Mais avec le starting block, j'ai appris ça sur place. Alors, c'est quoi en fait le starting block? Le starting block, c'est le truc qui te sert de soutien pour partir. Pour partir, pour prendre l'élan. Bon, moi quand je courais à Maïsad, je courais. Sans starting block. Mais oui, sans starting block. Et quand on me mettait, et je sentais qu'effectivement c'était plus agréable avec le starting block. Vous avez plus d'élan? Ah oui. Je crois que déjà, j'étais dans les 12 secondes. Pour 100 mètres? Ah ouais, 12 ou 13 secondes. Oui, c'est... Vous courez encore, non? Mais sur non, la machine. non. Mais chaque matin, je fais encore du sport. Oui, mais vous courez sur la machine. Et oui. Non, même pas, je refuse. Ce sont mes enfants qui courent sur la machine. Mais moi, non. Vous faites quoi comme sport aujourd'hui? Non, je marche, je saute, Pas d'haltérophilie, pas d'haltéro? Non, à mon âge, non, je marche, je saute, voilà. Et pendant une heure, à partir du moment que tu sais sauter, tu sais marcher, tu comprends, après une heure, tu sues, hein, c'est sérieux. Oui. Pour moi, la machine, non. Bon, tu sais, avec l'évolution, mes enfants, c'est la machine. Jamais. J'ai jamais mis les pieds sur une machine. Vous n'êtes pas un homme de machine? Oui, mais comme je suis gentil soit d'éducation civique, physique, c'est bien dommage qu'on n'ait pas continué. Parce que une nation qui ne pratique pas l'éducation physique, qui ne pratique pas les sports, à travers le pays, parce que la base du pays se trouve dans tous ces pays-là, par exemple, regarde. Nous pratiquons le sport, mais pas de façon formelle, avec une formation adéquate, formelle, académique. Non, même pas. De façon anarchique. Nous avons quand même des équipes. Oui, mais tu sais comment est-ce que ça se passe. Et je parle en connaissance de cause, j'étais président du Récine. Oui. Je sais comment est-ce que ça se passe. Et c'est comme bon vous semble. Oh non. Le sport, c'est une discipline aussi sérieuse que la physique, aussi sérieuse que la chimie. Oui. C'est très sérieux. Et la preuve, quand je suis arrivé à Paris, à l'école normale supérieure d'éducation physique et psychique de Vincennes, à l'ENSEP, alors là, c'est très sérieux. Vous êtes en pension, vous êtes très sérieux, vous faites votre cursus, vous faites la maîtrise, vous faites tout. Même le doctorat, ça. Jusqu'au doctorat. J'ai mon ami Paul Cosigon qui a fait le doctorat, qui a travaillé, etc. C'est comme toute la discipline. Et parfois, c'est mieux vu. Mais bon, dans ce pays, il faut tout faire, je comprends. Poursuivons dans ce parcours. Oui. Maintenant, après les études en éducation physique à Paris, vous avez voulu revenir au pays? Non, alors, on m'avait avec une double affectation. Et l'éducation physique à Vincennes, et puis la psychologie à la Sorbonne. Oui, justement. Voilà. Vous avez été diplômé à la Sorbonne. Okay. Après, quand j'ai terminé avec l'éducation physique, j'ai continué avec la psychologie. Oui. Mais maintenant, avant, il faudra souligner pour les téléspectateurs que sous Duvalier, quand vous partez, il fallait avoir un visa pour partir. Une autorisation pour partir, mais une autorisation aussi pour revenir. C'était ça, une sorte d'absurdité qu'on ne comprenait pas très bien. Mais maintenant, je crois qu'il y a eu un problème pour pouvoir revenir. C'est pas que le visa a été vraiment refusé, mais si vous reveniez à l'époque, ce serait comme revenir à la boucherie. Ouais. Oui. Maintenant, cette partie-là, vous pouvez nous en parler? Bon.
Pourquoi Non, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il y avait cette... pourquoi il y aurait ce mauvais accueil pour vous si vous reveniez au pays avant? Parce que vous avez bénéficié d'une bourse, vous avez été étudiant à l'école normale d'éducation physique. Je ne sais pas, vous étiez dans la politique? Oui, mais... Peut-être dans la grève de... Voilà. C'est que j'étais un des dirigeants de l'UNE, de l'Union nationale des étudiants haïtiens. Et c'est la première grève qui a failli porter Duvalier à s'en aller. Oui. Et c'est à partir de cette grève qu'on a converti l'Université d'Haïti en Université d'État d'Haïti. Oui. Donc, mon nom était quelque part. C'est la première chose. La deuxième chose que je dois signaler, c'est qu'avant de partir, je m'étais tapé 1 mois de prison. Mais si on savait que c'était moi, je n'allais pas sortir. C'est parce que je m'étais trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, j'ai passé 1 mois et faites-moi confiance. 1 mois à la prison en Haïti, ce n'est pas une plaisanterie. Vous passez 15 jours, vous dormez et sans lit, debout. Ce n'est pas une plaisanterie, j'en ai bavé. Mais quand on m'a lâché pour une autre personne. On ne savait pas que c'était Serge Gilles qui était à la tête de la grève des étudiants. De 60. La grève lunée. Oui. Bon. Alors il y a eu mai 68. Oui. Après la grève, donc je suis retourné dans mon coin. Non, je suis allé à Paris? Non, pas encore. Je suis allé à Hinche pour enseigner au lycée de Hinche. Justement. Donc j'étais de la première promotion du lycée de Hinche et j'étais le premier à aller enseigner au lycée de Hinche. Mais c'est le directeur, parce que j'étais un étudiant, un élève intelligent, vif d'esprit, etc., très aimé du directeur, lui qui s'appelait Joseph Jospit et qui avait fait sa licence à l'époque, qui avait fait sa maîtrise de pédagogie aux États-Unis. Ok. Et il est venu au lycée de Hinche, directeur, type très prestigieux, etc., etc. Donc, il m'a rencontré et il m'a dit, Serge, tu viens à Hinche pour mettre tes connaissances au service de ta ville. Au service de ta ville. C'était le chef-lieu, c'est le chef-lieu de... Il n'y a pas de problème. Mais j'avais déjà terminé l'éducation physique. Ok. J'avais terminé l'éducation physique. Vous étiez en droit maintenant. Et j'avais commencé à faire mes études de droit ici. En Haïti. En Haïti. Bon, alors, il fallait faire un peu d'argent. Bon, le type, il me le propose. C'était pas mal. À l'époque, c'était pas mal payé. Donc, je suis allé. C'est pendant que je suis là-bas. Et j'avais 2 chaires. J'enseignais l'éducation physique et j'enseignais l'histoire. Bon, j'enseignais l'éducation physique selon les formes. Parce que je l'avais appris, j'étais un spécialiste de la question, je faisais de la bonne éducation physique. Et c'est là que j'avais organisé une sorte de parade avec les filles, les garçons, selon les règles de l'art, comme j'avais appris à faire les choses. Donc c'était très accepté, j'étais très aimé par les étudiants, par tout le monde. J'étais un gars sérieux, ça veut dire on me confie, j'avais fait de la psychologie des jeunes, etc. On me confie des jeunes, ben je les respecte, que ces jeunes-là soient filles ou garçons, etc. Non, beaucoup de respect. Donc je m'étais imposé dans le milieu. Et maintenant, l'histoire, c'est que 1 mois après, le ministre de l'Éducation nationale devrait visiter Hinche. Et le directeur m'appelle, il m'a dit, mon vieux, ton truc que tu as fait, qui a été apprécié par tout le monde, tu le refais pour le ministre qui s'appelait le père Papaye. Et puis je dis, il n'y a pas de problème. Et les élèves étaient enchantés. Tous les élèves, primaire, secondaire, tout le monde était là-dedans. Tu sais, les élèves, c'est l'occasion pour aussi de raconter le baratin et tout. Bon, c'est ça, mais ils étaient à peu près 7000, c'était un gros truc. Et je l'ai fait. Et le ministre se met debout et dit, texto, ça fait 3 semaines, j'étais à l'Arcaïen, j'ai assisté à une parade et c'était du cacarat des bois. D'après ce que je viens de voir là, et je tiens à dire publiquement que j'accorde une bourse à Serge Gilles pour qu'il aille terminer, parfaire ses études d'éducation physique à Paris.
Alors, tu t'imagines, c'est un phénomène. Ah ben oui, non, mais tous les élèves se sont jetés par terre, etc., les parents pleuraient, etc., etc., bon, enfin. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. On me convoque à Port-au-Prince, j'arrive à Port-au-Prince, j'attends. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai jamais eu le boost du gouvernement haïtien. Ça, c'est l'histoire. Est-ce qu'on a découvert que j'étais... Non, mais Haïti, c'est compliqué. On a découvert que j'étais parmi les dirigeants de l'UNE, de l'Union nationale des étudiants haïtiens, que j'étais un des responsables de la grève, je crois, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais revu le ministre. Et puis, je suis retourné chez moi. Je vais au travail et je vais avoir la bourse. C'est à partir du moment qu'il y a eu une visite du responsable français, du responsable de l'Institut français, et qui a visité toutes les écoles. Et il y avait une grande ferme à Hesch qui s'appelait Ferme Papa, la deuxième ferme de la République, qui est une conséquence de l'occupation américaine. Dans chaque département, il y avait une ferme agricole. Bon, il allait visiter, il a eu des amis là, et il a écrit au directeur pour dire au directeur qu'il profitera de l'occasion pour visiter le lycée. Très bien. Il vient à 9h, qui faisait le cours? C'était moi. Je faisais mon cours. Le type, il arrive, je continue mon cours normalement. Il est resté, il suit le cours. Et puis il va voir le directeur, il dit au directeur, mais c'est pas mal ce type, hein? Il a fait l'école normale. Le directeur, il a dit, c'est vrai, mais je n'ai pas fait l'école normale supérieure, j'ai fait l'école normale d'éducation physique. Mais il a dit l'école normale. Et le type, il rentre ici, il m'écrit, il m'invite à venir à Port-au-Prince, à venir le voir. Je vais le voir, il me dit, bon, mon vieux, mais vraiment... tu enseignes bien, je vois que tu as de bons contacts avec tes élèves, etc., etc. Je vous informe que le gouvernement français accorde une cinquantaine de bourses aux Haïtiens à travers le pays. Avant, on accordait des bourses aux lauréats des universités, lauréats de l'école de droit, lauréats de... Mais cette fois-ci, on avait pris de nouvelles dispositions et on élargissait. Bon, très bien. À condition que tu passes un concours. Je dis très bien. Mais vous avez fait l'école normale? Oui, j'ai fait l'école normale. Et c'est après, je dis oui, mais attention, j'ai fait l'école normale d'éducation physique. Il me dit, ah tiens, non, je pensais que tu avais fait l'école normale. Et qu'est-ce que tu veux? Je dis oui, j'enseigne aussi l'éducation physique là-bas. Mais là, j'enseigne en tant que... parce que j'ai terminé mes études au lycée, etc. etc. Il dit alors là, tu dois passer un concours. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, tu me donnes, tu me dis au moins de quoi il s'agit, et puis tu me donnes une bibliographie. Il me donne la bibliographie, je téléphone chez moi, j'ai dit, bon, je passe 2 semaines, je consulte la bibliographie, je passe le concours, et puis c'est comme ça que je suis parti. Voilà, pour aller vite. Maintenant, pourquoi, alors c'était à cause de votre implication peut-être? Je crois, je suis certain. Ok, maintenant vous êtes resté en France, vous avez été étudié à nouveau les Sciences Po maintenant. Non, les Sciences Po, non. Et alors là, je suis rentré à Paris en 1962. Déjà, 62-63, le quartier latin commence à s'agiter. Cela veut dire que c'est après que je vais m'en rendre compte que mai 68 commence à se préparer. Oui, justement. Donc c'est les débats, etc. Et c'est là que j'ai rencontré Jox, j'ai rencontré Jospin, etc. C'est comme ça qu'on est amis. Et j'ai rencontré Daniel Mitran et tout. Bon, les gens n'ont pas compris quand je suis venu ici, Daniel Mitran est venu me voir et tout. Parce que, c'est pas parce qu'il était la femme de l'ancien président. Non, parce qu'on s'était connus dans le quartier latin. Okay. Et moi, je n'avais pas froid aux yeux, donc je me suis mêlé, etc. Et tout. Vous êtes bien intégré là-bas? Oui, j'étais bien intégré. J'étais bien intégré parce que quand je suis rentré à Paris, j'ai passé 1 an à Vincennes, je n'avais rencontré aucun Haïtien. Donc c'était une intégration forcée. Donc quand je suis monté dans le quartier latin, déjà, j'étais habitué, etc. Il n'y a pas de problème.
Donc, j'étais habitué à discuter et tout. Bon, et j'ai bien discuté jusqu'à présent. Donc, à ce moment-là, le gouvernement haïtien avait des flics. Des flics avec des limiers sur le quartier latin qui surveillaient ceux qui disaient du mal du gouvernement parce que c'est un gouvernement, le gouvernement des Duvalier, vous n'avez pas le droit de penser, vous n'avez pas le droit de lire, vous n'avez pas le droit de penser autrement. C'était la paix des cimetières comme j'avais l'habitude de dire. Donc, et déjà j'étais dans l'idée, j'avais déjà une conscience politique. Donc, en rencontrant les autres étudiants là-bas, je n'avais aucune difficulté. Donc, je suis intégré, pas intégré dans l'UNEF, parce qu'il y avait l'Union des étudiants français aussi. Et l'Union des étudiants français avait des relations avec l'Union des étudiants haïtiens. Tu comprends? Donc, je me suis retrouvé facilement. Donc, on a commencé. Et là, j'ai commencé à acquérir une conscience, je pèse mes mots, une conscience révolutionnaire. Pas conscience tout à fait politique. Parce que parfois les gens parlent de gauche, il y a plusieurs gauches. Il y a la gauche révolutionnaire, il y a la gauche communiste, et la gauche démocratique. Et il y a la gauche démocratique. Et il y a parfois le populisme de gauche, le populisme de droite. Quoique moi, quand je parle de populisme, je dis populisme tout court. Tous les populismes sont pareils. Il n'y a pas de populisme de gauche, de droite, parce que le fond est pareil. Ce sont des vendeurs de fausses illusions. Les deux. Donc, moi, je n'ai rien à voir, ni de près, ni de loin, avec le populisme. Qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite. Bon. Alors, moi, je suis parti de la gauche révolutionnaire pour arriver à la gauche social-démocratique. Ok. Voilà mon parcours. On va commencer par le commencement pour cette histoire de gauche. Alors, comment devient-on un homme de gauche? Pourquoi fait-on ce choix? Particulièrement pour vous. Est-ce que vous avez eu des prédispositions à devenir un homme de gauche? Ou bien c'est l'influence du milieu dans lequel vous vous trouviez qui a fait que vous êtes passé, ou bien que vous vous êtes identifié à gauche? Mon vieux, j'ai un ami qui vit au Canada. Un ami, on a le même âge. Donc il est né en 1936. Aussi. Et on a fait nos études ensemble à Inge. Et lui, il a fait l'école normale supérieure et après, il est allé au Canada. Il a écrit un article sur moi, il a dit Serge Gilles, que je connais, c'est un type qui a la gauche dans l'ADN. Et il n'est pas surpris que je me sois engagé sur cette voie. Il a expliqué ça. Bon, je crois que depuis que j'étais gosse, à Maïsad, j'étais toujours sensible à l'injustice. Toujours sensible. J'étais toujours du côté toujours sensible vis-à-vis de ceux qui sont un peu démunis, etc. etc. Et je n'aimais pas les abus. Et j'avais parfois des problèmes avec des professeurs quand ils font des abus aux autres. Donc, depuis que j'étais petit, il y a des choses que je ressentais très mal. Très honnêtement, sans fanfaronnade, je le dis. Donc, c'est une chose qui est venue naturellement. J'ai pas fait d'effort. Ok. D'ailleurs, la preuve, jeune étudiant, je me suis retrouvé du côté de l'idée. J'aurais pu faire comme Roger Lafondran, m'arranger du côté du pouvoir. Oui, pourquoi est-ce que j'allais me compliquer la vie? Justement. Je vais, parmi les contestataires, je suis du côté de l'UNE, avec des Jean Bélizaire, avec d'autres, avec Yves Flavien, d'ailleurs, qui est mort, qui était le secrétaire général de l'UNE, avec Guy Lomini, qui est de Jacmel, qui était le président de l'UNE, etc., etc. Pourquoi est-ce que... Moi, je crois parfois il faut faire des études approfondies sur les gens. C'est pas... Moi, je peux le dire, c'est pas le hasard. J'ai pas fait d'effort. Merci de rester avec nous. On ne dit que du bien de vous. Ah ben, c'est pas mal. Alors, maintenant, revenons à la gauche.
Oui. Mais la gauche, au premier degré, pour faire comprendre aux gens, c'est quoi la gauche? Être à droite, ça veut dire quoi? Être à gauche veut dire quoi? La gauche, c'est quoi en fait? Parce que des fois, on écoute à la radio des gens qui disent de certains politiciens qui sont droite et gauche. Vous, on vous a identifié comme quelqu'un qui a toujours été à gauche et qui est resté à gauche jusqu'à aujourd'hui. Un homme de gauche veut dire quoi? La gauche, qu'est-ce que ça veut dire Bon. en politique? Commençons par nous mettre d'accord sur quelle gauche je suis là maintenant. Oh oui, parce qu'il y en a quatre. Quatre Parce qu'il y en a principaux. plusieurs. Oui. Il y a la gauche révolutionnaire. La gauche communiste. Par exemple, Che Guevara faisait partie de la gauche révolutionnaire. De même que La façon de Fidel prendre Castro. le pouvoir, etc. On prend le pouvoir par les armes, etc. Bon, ça c'est la gauche révolutionnaire. Vous étiez identifié au À un départ, certain moment, oui. à un certain À un moment, certain moment, oui. oui. Oui, je ne le cache pas, à un certain moment. Et j'ai découvert la gauche révolutionnaire dans le quartier latin. Et sur le quartier latin, il y avait beaucoup de... Et tous ceux qui sont devenus par la suite aussi, et gauche socialiste, ils ont été comme moi à gauche révolutionnaire. Hein. Oh, bah ouais. Pareil, ils Bon, formataient c'est ça. la révolution là-bas, étant C'est pour ça, Côte-d'Ivoire. oui, ils étaient guévaristes ou maoïstes. Bon. Vous avez été à Cuba aussi. Oui, j'étais à Cuba, et j'ai passé 2 bonnes années à Cuba. Ah, Mais vous j'étais préparez pour le combat? Mais absolument, j'étais en prison aussi. Hein. Oui, Bon. au Canada. Au Canada, bon. Oui. Voilà. Et... Alors, vous vous souvenez en passant pourquoi vous avez été en prison au Canada? Maintenant, là Oh, oui. Oui, j'étais en prison au Canada parce que j'allais retourner dans mon pays. Et Ah puis, oui, j'avais une arme. Et puis bon, c'était dans une valise. On a découvert que, parce que je n'avais pas le droit de prendre un avion avec une arme, et d'après les lois canadiennes, vous n'avez pas le droit de fouler le sol canadien avec une arme si vous n'avez pas une autorisation de la police, etc. Bon, alors là, ils m'ont trouvé 7 chefs d'accusation, mais je crois que c'est plus compliqué que ça. Tu sais, les limiers canadiens, les limiers américains, et surtout à l'époque, c'était la fameuse division Est-Ouest. Donc on suivait beaucoup les déplacements des étudiants et tout. Bon, ça c'est une autre affaire, mais je ne suis pas tombé comme ça en prison et puis non. Je crois que c'était plus compliqué que ça. En tout cas, je suis tombé en prison. Bon, ils ont dit, bon voilà. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient un peu tout mon dossier. Donc, à ce moment-là, les Haïtiens de Montréal étaient très mobilisés. Et en apprenant, j'étais en prison sous un pseudonyme. Donc, les malins, ils ont fait exprès, ils n'ont pas dit Serge Gilles, ils ont donné, ils sont tombés sur un révolutionnaire un peu bizarre, il est révolutionnaire, il est psychologue, il a été à la Sorbonne, c'est compliqué. Alors, ils ont donné plein d'explications pour que les gens ne comprennent pas. Mais en fait, étant donné qu'il y avait des gens comme Yves Flavien, qui était comme moi, dans la grève des étudiants, à partir du moment qu'ils voient ma photo, ils se sont dit, mais c'est pas ce type, il ne s'appelle pas Enrique, il s'appelle Serge Gilles. Et puis ils ont mobilisé les gens à Montréal, etc. En tout cas, je me suis tapé 1 an de prison, et c'est parce que j'avais un bon avocat, qui s'appelait Maître Murder. Un bon avocat, mais tu sais, la prison, même si c'est à Montréal, il est désagréable. Quand tu es privé... C'est quand même la prison. C'est la prison, mais quand tu es privé de ta liberté, et deuxièmement, ils te font comprendre pourquoi est-ce que tu es en prison. Deuxièmement, que tu es leur ennemi. Troisièmement, que à l'époque, le gouvernement que tu combats, c'est leur allié. Oui, ils justement. me l'ont dit carrément. Okay. Donc, ils m'ont traité en ennemi. Revenons à cette gauche révolutionnaire. Bon, à ce moment-là, je faisais partie de la gauche révolutionnaire. La gauche révolutionnaire prend le pouvoir par les armes. Mais non, alors le commencement devait être une explication sur la gauche. La gauche, qu'est-ce qui... quelle est l'idéologie fondamentale de la gauche? Non. Quand la gauche veut dire quoi? La gauche, avant d'avoir en gros, les adjectifs après, communiste ou gros, révolutionnaire. La gauche, en gros, sans rentrer dans les nuances, la gauche veut dire que vous êtes pour le changement.
Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses ne peuvent pas rester comme elles sont. Deux, Même si les choses sont bonnes, non? non, en général, quand il y a toujours une petite poignée qui bénéficie sur le dos, qui fait le beurre, ou sur le dos de la majorité. C'est comme ça, disons les choses. Franchement, c'est comme ça. Et en général, cette minorité représente la droite, qui a de l'argent, etc., 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 et qui est d'accord avec les règles du marché. C'est le marché qui fait la différence. Alors que ce n'est pas vrai, comme quoi que le marché a une main invisible. Là, je remonte à Adam Smith. Adam Smith, Bon. oui, en effet. Qui a une La main invisible dans le marché. Voilà. Donc, ça s'appelle le libéralisme. Après, il y a eu l'ultralibéralisme. C'est la vraie droite. C'est le marché. Alors que la gauche pense, quel que soit révolutionnaire ou autre, pense qu'il faut réguler le marché. Et tout le problème est là. Et assurer une meilleure distribution. Pour que les plus grands ne bouffent pas les plus petits. Donc cela veut dire qu'à gauche, tu es toujours pour une distribution beaucoup plus équitable des richesses. Tu es pour que le plus grand nombre bénéficie de la richesse. Et accès à des services de qualité. Bon. À partir de ce moment-là, des services de qualité, et tu es pour... En France, on parle de l'éducation républicaine, pour une éducation à la portée de tout le monde, mais éducation de qualité, c'est pas éducation oui, éducation de qualité. Et c'est comme ça, c'est autant de critères qui te font classer. À partir de ces critères, on te classe à gauche ou à droite. Par exemple, même pour l'économie en économie, l'homme de gauche ne va pas, ou bien il te parle d'économie planifiée, ça c'est la gauche communiste, ou bien il te parle d'économie sociale de marché, ça c'est la social-démocratie. Mais le libéralisme va te parler de marché, les lois du marché, et maintenant avec la globalisation, il ne parle même pas de marchandises, et on a une tendance vers la marchandisation des choses. Tout est marchandise. Alors, s'il n'y avait pas une gauche pour freiner un peu, on ne sait pas trop bien où l'humanité ira. Bon, ça, ce sont des trucs philosophiques, mais voilà. Maintenant, pour la gauche, il y a la gauche révolutionnaire. Vous l'avez expliqué, maintenant la gauche communiste. La gauche communiste, c'était, pour prendre un exemple, c'était l'Union soviétique. L'Union soviétique, à un certain moment, la gauche même a commencé avec Karl Marx, avec la lutte des classes. Ces concepts ont été, qu'on le veuille ou non, ont été inventés par Karl Marx. Avant Karl Marx, on ne connaissait pas ces histoires de classe, de classe ouvrière, de petite bourgeoisie, de moyenne la classe bourgeoisie, prolétarienne, la etc. classe prolétarienne, non. N'importe quel sociologue te le dira. Un gars, tu peux ne pas aimer Marx, mais il faut lui rendre cette justice, c'est que c'est lui. Donc, et cette pyramide avec l'économie en dessous comme base, voilà. C'est lui aussi. C'est lui aussi. Bon, alors maintenant, ça c'est mon point de vue. À partir de certains moments, le communisme a été détourné par Lénine. Pour le communisme de Marx, il faut prendre le pouvoir, c'est au fur et à mesure, avec l'éducation et la pratique de la classe ouvrière finira par mettre la main sur les moyens de production, et puis bon, la bourgeoisie n'a qu'à se rendre. Et d'après Marx, ça allait se passer dans les pays où les modes de production capitalistes sont très avancés. Par exemple, aux États-Unis, d'après Marx. Mais il vient Lénine qui dit qu'il y a un raccourci. Et je te signale au passage, les raccourcis ne sont jamais bons en histoire. Les raccourcis historiques. Lénine dit non, trop de temps, et avec les soviets, on peut assauter le pouvoir. Et il a assauté le pouvoir avec les soviets. Il a pris un raccourci. Et les trucs de Marx, c'était trop compliqué, ça prenait trop de temps. Donc, ainsi, il a su imposer le socialisme scientifique, disait-il, scientifique, avec une économie planifiée en Union soviétique,
après aux autres pays de l'Europe de l'Est. Donc, c'est avec le socialisme scientifique qu'on a eu droit à un monde bipolaire. D'un côté le capitalisme, entre guillemets, de l'autre côté, pourquoi les choses étaient aussi simples? C'est beaucoup plus compliqué que ça. De l'autre côté, il y a le... Bon, il n'appelait pas ça communisme, il parlait du socialisme scientifique, avec l'économie planifiée. Voilà, il n'y a pas de place pour le marché, non. De s'auto-réguler. Ils fixent les règles du jeu. Et puis, après 60 ans, ça a été la chute du mur de Berlin. Et moi, le mur de Berlin a commencé à être fissuré à partir de la Pologne, à partir de Lech Walesa et général Jaruzelski, etc. Et Lech Walesa qui a pris le pouvoir à partir d'un dialogue. Dialogue, ça fait longtemps qu'on parle de ça. En 1988, j'avais écrit sur ça, ici, sur les vertus du dialogue. C'est vrai, je crois au dialogue. Et Lech Walesa qui a donné le premier son, à partir du moment que, et à l'époque, il y avait ce pape aussi, qui était rentré ici en 1803 et en 1983, etc. Et ce pape était polonais. Et il y avait un cardinal aussi qui menait les négociations, parce que Lech Walesa, qui avait derrière lui tout le syndicat Solidarność, etc. Et le général Jaruzelski est plus criminel que lui, tu mourrais, mais à la fin, il a été obligé d'accepter le dialogue. Et puis bon, Lech Walesa a gagné, il a accepté les règles du jeu. Bon, je crois qu'il était sage, et Lech Walesa est rentré dans l'histoire. Bon, je ne dis pas avec la tête haute, mais tranquillement. Et personne, il y a très peu de monde qui parle de lui. C'est des gens comme moi qui parlent de lui. Mais c'est lui qui a jeté les bases des fissures du mur de Berlin. C'est Lech Walesa, c'est moi qui le dis, qui a commencé à fissurer le mur de Berlin. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, c'est lui qui a annoncé la fin du socialisme scientifique. Ok. Maintenant, le socialisme. Voilà. Maintenant, gauche socialiste. La gauche. Alors, maintenant, et pour aller un petit peu loin dans les choses, et Lénine avait pourchassé les vrais communistes, représentés par Plekhanov à l'époque. Et le groupe à Plekhanov avait dit à Lénine que ça, c'est un raccourci historique. Et vous allez le payer cher. Ils n'ont pas, au contraire, ils ont poursuivi Plekhanov, et Plekhanov s'est jeté avec son équipe, il jetait des centaines et des centaines, parce qu'à ce moment-là, en Union soviétique, en Russie, il y avait beaucoup de débats à l'époque. Et ils se sont jetés, quand Lénine a pris le pouvoir avec les soviets, à la tête des soviets, en commençant à... Il y a eu beaucoup de nettoyage, hein? Et ceux qui étaient contre, etc., ont été obligés de se sauver, et tout. Et la dictature est partout pareil. Moi-même, j'ai commencé à me poser des questions quand on a commencé à me parler de la dictature du prolétariat. Je disais, je ne vois pas trop bien la différence entre la dictature du prolétariat et la dictature d'un seul homme. Parce que moi, j'avais connu la dictature du valliériste. Donc, du moment qu'on parle de dictature, j'avais la puce à l'oreille. Mais comme j'étais révolutionnaire, la gauche révolutionnaire, on ne parlait pas trop de dictature dans la gauche révolutionnaire. Hein? Mais dans le communisme, dans le socialisme scientifique, on parle de dictature du prolétariat, c'est clair. Donc moi, j'ai jamais été gauche communiste. Bon. Ok. Maintenant, quand Plekhanov est passé avec ses amis dans les pays d'Europe du Nord, parce qu'ils sont à côté, et c'est là qu'ils ont jeté les bases du socialisme démocratique avec ceux qui étaient là. Et comme les pays d'Europe du Nord sont très protestants, moi j'ai l'impression, pour répéter Max Weber, j'ai l'impression que le protestantisme, je n'ai rien contre les catholiques, le problème n'est pas là, mais le protestantisme facilite la tâche aussi au développement du socialisme démocratique. Parce que s'il y a 6 protestants quelque part, il y a 6 opinions différentes. Ça, moi j'ai fait l'expérience avec les protestants français, les protestants suisses. Il y a 6 opinions différentes. Mais tu peux être sûr qu'à la fin, ça va se terminer par un consensus. Même si le consensus est boiteux. Donc, tu vois, donc ils ont trouvé ça là-bas.
c'est la discussion. Je crois que la société suédoise, la société hollandaise, toutes ces sociétés d'Europe du Nord, les ont changées aussi, les Plekhanov, etc. Et de ce mélange, de mon point de vue, est sorti le socialisme démocratique. Ok, alors... Et qui s'est étendu par la suite en France, en Europe. Donc le socialisme démocratique aussi épouse des valeurs morales et chrétiennes. Il y a des valeurs chrétiennes, mais quand tu suis, parce que bon, il faut le dire, et s'il y a une idéologie qui a une grande internationale, c'est le socialisme démocratique, l'international socialiste. Bon, l'international démocrate chrétienne est un peu bas de l'aile. Bon, maintenant, quand tu suis chaque 4 ans, ils organisent leur congrès. Et de temps en temps, ils ajoutent une valeur. Et en général, c'est une valeur chrétienne. Solidarité, fraternité, ce sont des valeurs chrétiennes. Mais ce sont des valeurs de la social-démocratie aussi. Bon. Le respect de l'autre, la solidarité, tout ça, le sens du pardon. Okay. Bon, tout le monde n'est pas d'accord jusqu'à présent au sein du socialisme, mais ça fait partie quand même des valeurs socialistes. Beaucoup de ça et être proche du peuple. Bon, il y a des gens qui disent du mal aussi du socialisme démocratique, comme quoi ça c'est en France. Les socialistes, ils sont là. Hein? La droite travaille, la droite capitalise, et le socialisme vient, et puis il distribue tout. C'est faux. C'est faux. Le vrai socialiste, il est pour l'esprit entrepreneurial. Parce qu'il faut d'abord une accumulation. Il faut qu'il y ait une accumulation pour pouvoir distribuer. Voilà. Bon, maintenant, ça, on va revenir. Et moi, je suis parmi ces socialistes démocratiques-là. Okay. Non, il faut que les gens travaillent et après pour diviser. On va revenir ou bien arriver à l'application du socialisme démocratique en Haïti, dont vous êtes un fier représentant. Alors, vous êtes inspirant, un homme qui inspire les autres, un bon conseiller selon Madame Bozil. Et, mais il reproche seulement le fait que vous n'ayez pas beaucoup enseigné ici en Haïti. Ah, ouais. Oui, parce qu'il pense que vos idées auraient pu faire des alliés, beaucoup plus d'alliés, si vous avez passé plus de temps à l'université, si vous avez enseigné davantage en Haïti. Je crois qu'elle a raison. Mais c'est parce que je suis rentré ici à la chute des Duvaliers. Je suis rentré en avril 86. Et comme j'enseignais en France, donc ma démarche naturelle, c'était d'aller enseigner à l'université. J'étais disposé. Mon vieux, j'ai été découragé. Le premier cours, le deuxième cours, le troisième cours, il savait que j'étais socialiste démocratique. Et à ce moment-là, c'était pas clair la différence entre socialisme scientifique et parce que c'était pas encore 89, nous sommes en 86. Et la gauche, c'était tout. C'était pas clair dans la tête d'elle. Et donc la confusion entre René Théodore et moi, la confusion entre moi je ne sais pas quoi, etc. J'ai eu un mal fou à expliquer. Bon. Mais maintenant, j'ai commencé à comprendre. J'ai fait 4 cours. Au deuxième cours, il y avait un 2 rangs. Ceux qui sont pour Serge Gilles, ceux qui sont contre Serge Gilles. Alors, c'était à quelle université déjà? Quelle faculté? C'était à la faculté de sociologie. D'ethnologie. D'ethnologie. Oui. Je ne me souviens pas trop bien. Mais il y avait beaucoup d'étudiants à l'époque, parce que les gens étaient avides de connaissances à l'époque. Ce n'est pas les plaisanteries. C'est après la dictature. Tu es dans une salle et puis tu ne peux même pas respirer. Mais il y a deux camps. Je dis, mais écoutez, je vais vous expliquer. J'enseigne, je fais de mon mieux pour enseigner de la façon la plus objective. Je ne suis pas venu pour faire un meeting. Oui, j'ai l'habitude des meetings, je défends mes idées, je défends mon parti, ça c'est une chose. Mais quand je suis professeur, eh bien bon, c'est la discussion autour des idées
Et ça doit être objectif. Alors maintenant, si on veut parler de ma politique, après, mais les gens ne voulaient pas comprendre. Arrive au 4e cours, je commençais à être enroué, je me suis dit non, c'est pas possible, je ne peux pas continuer. Mais je crois qu'Edmond a raison, j'aurais dû résister un peu plus, ou encore reprendre 2 ans après, parce que 2 ou 3 ans après, les gens commençaient à comprendre. Mais déjà, j'étais déjà dans ma campagne électorale, Ok. j'avais plus de temps. Je comprends. Bon, maintenant, voyons maintenant l'application du socialisme quand on parle d'homme de gauche dans la réalité d'aujourd'hui. Quand on parle d'Aristide, on dit qu'il est de gauche. De Préval, on dit qu'il est de gauche. Quand on parle de Martelly, on dit qu'il est de droite. Maintenant, quand on est de droite, un homme de droite, ça veut dire quoi? On a bien compris comment vous avez expliqué l'histoire de gauche. Maintenant, quand on est à droite, ça veut dire quoi? Est-ce que effectivement, parce que quelque part c'est péjoratif de dire on est de droite, est-ce qu'effectivement Michel Martelly est quelqu'un de droite? Bon, les notions de droite, de gauche nous viennent de l'Europe. Parfois, c'est difficile de les appliquer ici. Mais, qu'on le veuille ou non, ici aussi, et c'est là que la démarche de Marx était scientifique, ici aussi, il y a des classes sociales, il y a des catégories sociales. Je dirais que c'est une société, jusqu'à présent, un peu qui a été colonisée, ça laisse des traces. Un peu féodal, ça laisse des traces. Cela veut dire qu'on vient de très loin. Et l'économie qu'on a maintenant, parler d'économie de marché en Haïti, c'est un peu fort. C'est pas l'Angleterre de la Seconde Guerre mondiale. L'économie qu'on a, c'est une économie de comptoir. Oui, de survie. De survie. Donc c'est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle il y a toujours une confusion qui règne. Une fois, je disais à quelques amis que s'il y avait la droite française ici dans ce pays, ça aurait été la révolution. Parce que c'est l'histoire. Ils ont fait 1789, etc., etc., etc. Donc on vient de très loin. Et je donne une référence, parce que tu m'as parlé de Aristide, de Préval, etc. Si tu as le temps, tu lis le livre de Leslie Baniga. Ce Leslie Baniga qui était, c'est pas le même Leslie Baniga, l'historien, et qui était directeur de Nouvelliste pendant 10 ans. Et il a écrit le bouquin Le Triangle de l'Abîme. Ah, c'est Pierre Maniga. Pierre Maniga, voilà, Pierre Maniga Junior. Le Triangle de l'Abîme, si tu as du temps, tu lis ce livre, il est très bien documenté. Et tu vas voir que là, il n'y a pas gauche, droite, là. Les gens se disent de gauche ou de droite, là, non, pas du tout. Les trois... Il y a des gens qui se disent de droite ici? Oui, il y a des gens qui se disent de droite, ouais. Des amis, des gens qui s'assument. Bon, ils ne le font pas publiquement, alors qu'en général, ils sont de droite. Non, alors, quand il a écrit le bouquin, quand tu lis le bouquin, tu vas faire la nuance. Que, bon, ce sont les mêmes. Il ne fait pas tellement de différence de fond entre Duvalier, Aristide et Préval. Parce que les trois nous conduisent vers la Bible. Ah, Duvalier était plutôt à droite. Pourquoi l'alternance politique, c'est plutôt de droite, non? Oui. Non, l'alternance politique, c'est plutôt... Non, quand on est contre l'alternance politique. Par exemple, oui, quand on est contre l'alternance politique, on est dans la dictature. Mais il y a une certaine droite qui est pour l'alternance politique. Par exemple, la droite française est pour l'alternance politique. Mais il y a une certaine droite qui est contre ça aussi. Non. Ça, c'est la dictature. On est en plein dans la dictature. La dictature serait de droite ou de gauche? Non, toujours de droite, la dictature. Ok. Maintenant, quand on parle de la dictature du prolétariat, on n'en parle plus, il n'y en a plus. Oui. Tu comprends, ça, c'est autre chose. Par exemple, même en Chine, maintenant, tu vois que les réserves de la Chine correspondent au déficit des États-Unis. Alors là, parler de la Chine et dire qu'ils sont de gauche, tu comprends,
Et maintenant, la Chine est pourvoyeur de millionnaires à travers le monde maintenant. Donc, les choses ont beaucoup changé. Bon. Alors, je reviens au livre de Pierre Manigat Jr. Pierre Manigat Jr. qui parle du triangle. Maintenant, je dois lui téléphoner pour lui dire qu'il doit parler du quadrilatère de l'abîme. Parce que Martelly s'ajoute au triangle, oui. c'est plus triangle. Oui. Il parle beaucoup, il fait un petit moment chéri et tout. Alors, mais le pays reste. Ça s'empire. Oui, ça s'empire à un point tel, si tu me permets. Maintenant, il faut, et je crois que dans 2 semaines, il faudra 50 gouttes pour $1. Ça veut dire que la goutte se déprécie, il y a de plus en plus de misère, même si on donne des trucs aux gens, on fait de la charité, c'est pas ça la politique, c'est pas la même chose, tu comprends? Mais, au contraire, les choses s'empirent. Donc, alors, quelle différence il y a entre Aristide, quand il a pris le pouvoir en 1990, il était pour l'équitable, une distribution équitable, c'est la raison pour laquelle je les appelle. Et je les appelle des populistes. Oui, populistes. Je crois que je suis parmi les premiers, si je ne suis pas le premier, à dire que, attention, ce type, il s'appelle Lavalas, mais c'est un populiste. Je crois. Populiste. Bon, certains amis retorquaient, oui, populiste de gauche. Et maintenant, je dis qu'il n'y a ni populiste de gauche, ni populiste de droite, il y a le populisme. Et quand je dis populiste de gauche, moi je mets gauche entre guillemets. Parce que si tu n'attaques pas le fond des problèmes, si tu recuses la pensée entrepreneuriale pour que tu distribues, si tu ne régularises pas le marché, tu n'es pas de gauche. Alors oui, tu n'es pas de gauche. Tu es populiste en l'air. Et j'appelle ça les gens qui font de fausses illusions, qui donnent de fausses illusions aux gens, qui parlent, mais qui ont une pratique qui va à l'opposé de ce qu'ils disent. Moi, je le dis tout bonnement, pour moi, bon, Lavalas, c'est du populisme, si on veut dire de gauche, entre guillemets, parce que je ne vois pas trop bien la différence entre Lavalas et Tête Calée. Je ne vois pas trop bien. Okay. Pour moi, c'est du pareil. Sauf que des commentaires disent Martelly, qui serait de droite, a tenté ou bien tente de faire une certaine distribution. Je ne sais pas si c'est de la poudre aux yeux, mais il y a une certaine redistribution, il y a des programmes qui sont plus à caractère social que d'autres qui se sont réclamés de gauche ne l'ont fait. Très bien, mais soyons concrets. Le petit maman chéri, tu prends n'importe EDPEP, non, tu prends n'importe quel haïtien, haïtienne qui va au marché là maintenant. Et tu lui dis comment est-ce qu'il sent les choses. Il va te dire, ça fait 10 mois, si je pouvais acheter tant quantité de riz, bananes, etc., de maïs, avec le même argent, eh ben, je retourne avec moins de bananes chez moi. Alors, dans le fond, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. C'est le quadrilatère de l'abîme. Dans le fond, quand on dit oui, quand même, Duvalier avait fait des choses. Oui, il avait fait des choses, mais il faut voir quel sacrifice. Et nous sommes en 1980, l'économie n'était pas pareille. Mais si l'économie était comme elle est maintenant, eh bien bon, tout le monde allait crever. Donc c'est la même chose, il n'y a pas de différence de fond. Bon, maintenant, allons dans l'application par rapport à la fusion des sociodémocrates. Vous reprochez au quadrilatère de ne pas donner de la Bible, de ne pas donner le résultat du tout. Bon, malheureusement, vous avez raté le pouvoir en 2006, 2005, 2006. C'est Préval qui l'a eu. Maintenant, si vous avez été président avec la tendance de gauche sociodémocrate, on aurait eu quel résultat? La différence entre ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a eu avec Préval, ce qu'on a avec Martelly, aurait été comment? On va commencer, on va prendre un exemple tout simple qui devrait être à la base de tout, l'éducation.
comment vous auriez pu aménager l'éducation pour qu'on voit vraiment une différence effective aujourd'hui? Dans des pays comme le nôtre, quand le social-démocrate prend le pouvoir, sa première démarche, c'est de faire appel aux autres. Il sait très bien que dans un pays comme Haïti, il ne peut pas gouverner seul. Deuxièmement, s'il se respecte... Préval l'a fait. Mais il n'était pas de gauche. C'est ça. Ce sont des vendeurs de fausses illusions. Ok. Comprenez, il n'était pas de gauche. Préval, bon, c'est pas un type méchant, bon, un type, je dirais bien, socialement. Mais bon, c'était un anarcho-populiste. Ça, c'est encore une autre nuance. On va revenir là-dessus. Oui, mais poursuivons. C'est une autre nuance. Et je crois que Pierre Manica a bien fait de faire le triangle, tu vois. Chaque fois, on dit on ne peut pas aller plus loin, et puis on va plus loin, on ne peut pas aller plus loin, on ne fait pas plus loin. Et c'est vrai si on ne fait pas attention. Je reviens à la question que tu m'as posée. D'abord, faire appel aux autres. Pendant ma campagne électorale, Serge Gilles, président de la République, je fais appel aux autres. Le dialogue. Droite ou de gauche. Ce pays, là, non. Si nous sommes disposés à consacrer 20% du budget à l'éducation, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, nous allons travailler ensemble. Si vous êtes disposés à mettre le crédit à la portée de la majorité des Haïtiens, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, nous allons travailler. Parce que si de côté... Soulignons en passant que nous sommes à 2% ou 1% l'éducation, le budget. Oui, je crois 1%. En tout cas, ça aurait fait une très grande différence, 20%. C'est la raison pour laquelle je suis de gauche. Donc la gauche aurait accordé 20% à l'éducation. Ah oui, 20%, 18%. Sur quoi auriez-vous enlevé les pourcentages pour avoir 20, par exemple? Par exemple, il y a une partie du budget, toute affectation. Mais je prends ça, je mets sur l'éducation. Tout ce qui est inutile, je mets sur l'éducation. La présidence a combien? À combien déjà dans le budget? La présidence a 10% du bout. 10%? Peut-être 10 ou 8%. Je prends tout ça, je mets sur l'éducation. Vous auriez gardé combien? La primature. À 8% aussi? Je prends tout ça, je mets sur l'éducation. Tout le monde doit se serrer les reins. Un pays aussi pauvre. Ça aurait donné quoi comme résultat concret? Ça aurait donné, premièrement, vous savez, c'est en lisant Simone Pérez, j'ai vu, il a dit, ouais, je reconnais qu'il y a le jardin d'Éden. Il y en a qui ont touché aux fruits défendus. Nous, Israéliens, nous avons touché aux fruits du savoir. Et c'est vrai, si tu vas, quelles que soient tes opinions sur Israël, tu vois, moi je soutiens l'OLP, mais quelle que soit ton opinion sur Israël, eh bien, tu arrives en Israël, tout le monde parle au moins 3 langues, tout le monde sait lire et tout le monde se pose des questions. C'est pas la même chose. Et quand il dit nous, on a goûté aux fruits du savoir au jardin d'Éden, puisque j'ai visité Israël, c'est vrai, le jardin d'Éden existe. Eux, ils ont, c'était en se foutant de la gueule des chrétiens, eux, ils ont touché aux fruits défendus. Voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, dans les pays arabes, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas grand-chose. C'est nous qui avons l'économie la plus active. Bon, vous voyez, pour aller vite. Premièrement, il y a des mesures pour les prendre. J'avais oublié de dire, il faut avoir un consensus quelque part. Si tu le prends et que les gens ne te suivent pas, tu es un incompris, eh bien bon, tu vas te casser la tête. Mais si tu fais consensus sur un certain nombre de questions, tu fais consensus sur l'éducation, le budget. Tu te mets d'accord avec les gens. Tu fais un consensus sur l'esprit entrepreneurial, à vulgariser. Tu fais un consensus sur le crédit. Mettre le crédit de façon abordable à la majorité parce qu'il faut recapitaliser ce pays. Ce pays est décapitalisé. Maintenant, le problème de la terre, la réforme cadastrale, tu te mets d'accord sur un certain nombre de mesures avec la majorité des gens et aussi avec la classe économique. Tu expliques, ça tu le fais, tu es un homme de gauche, tu dois expliquer tes idées. Avoir la capacité, même si tu prends 6 mois après avoir pris le pouvoir pour expliquer tes idées, c'est la première démarche, il faut expliquer des idées. Des équipes qui expliquent partout les idées. À partir de ce moment-là,
Maintenant, tu consacres 18 ou 20% selon les possibilités pour commencer, parce que tu dois arriver à 40%. Il y a des pays qui le font. Ah ben oui, la Suède, la Norvège, tous ces pays-là le font. C'est pourquoi ils sont la Norvège, etc. Mais ils ont commencé, exactement, mais ils ont commencé à 10, 12, 13, 14%, pas 1%. Et ils s'arrêtent là. Non, pas du tout. On a moyen de sortir de l'auberge. Mais bien sûr, bien sûr. Même budget. Bien sûr, tu fais du sur-place et tu vas droit. C'est la théorie de la chute vers l'abîme. Parce qu'il faut arrêter ça. Pour arrêter ça, il faut prendre l'enseignement. Et l'enseignement de qualité. Former les professeurs. C'est pas, oui, prendre tout le monde, envoyer tout le monde à l'école. On ne sait pas ce qu'on va faire. C'est quoi de l'éducation, enfin, de la politique éducative de Martelly qui va envoyer tout le monde à l'école? Non, mais il va... C'est du baratin, il essaye de faire ce qu'il dit qu'il est le premier à le faire, c'est dans la Constitution. Il faut mettre l'éducation, l'enseignement à la portée de tout le monde, ce qu'il fait. Donc lui, il donne une autre formule, il appelle ça, je ne me souviens pas trop bien, et ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'enseignement de qualité et de quantité. La quantité et la qualité, et si tu le fais, dans 3 ans, tu commences à avoir une autre jeunesse avec un autre état d'esprit. Et cet enseignement, si tu me permets, est accompagné d'une forte éducation civique pour tout le monde. Parce que les gens n'ont pas de conscience. Par exemple, les gens vont voter. Ils ne savent pas, un Haïtien normal, s'il va voter, il sait pourquoi il va voter. Il sait ce que c'est le socialisme de gauche, le socialisme démocratique qui peut établir toutes ces différences. Je n'ai pas le monopole, il faut expliquer ça. Les gens, ils savent qui est la droite, qui est la gauche, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'ils vont voter? Donc, on n'est pas encore là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que cette information, il doit avoir dans le cursus une formation civique aussi, l'éducation civique dans le cursus. Éducation de qualité, formation des professeurs, primaire et secondaire, coopération, tu changes la coopération, tu fais de la coopération avec tout le monde, mais la France, vous me donnez les professeurs que vous avez en surplus, vous les envoyez, nous les recevons très bien, nous leur donnez vous leur donnez parce qu'ils sont à la retraite, vous leur donnez de l'argent, nous leur donnons le local, etc., etc. Ça s'appelle la coopération progressiste, la coopération active, Norvège. Mais il faut que tu t'ouvres au monde, pas pour que le monde, tu dis oui, Haïti is open. Très bien, mais je vais dire aussi Haïti is open, mais dans une autre direction. C'est pour faire avancer l'éducation, ce que j'appelle l'éducation républicaine, l'éducation de qualité à la portée de tout le monde, avec la formation permanente des professeurs. Mais si tu le fais, mais les gens, à leur sortie de l'école, ils doivent travailler. C'est là que tu dois pousser l'esprit entrepreneurial. Mais pour travailler, il faut du fric, il faut de l'argent. C'est là que tu mets le crédit à la portée de la majorité. C'est un ensemble de mesures. Tu as le problème de la terre en Haïti. Ah mais très bien, pour monter une usine, pour moi je ne sais pas quoi. Ah ben oui, par exemple, arroser, moi j'ai vu ça en Israël. Vous savez que l'Artibonite, et le plateau central et l'Artibonite, si tu arroses simplement, par la formule goutte à goutte, comme ils font en Israël, hein, eh ben, dans 1 an, tu doubles, tu triples la quantité de grains, du riz, du maïs, etc. Et dans 5 ans, tu es en mesure d'exporter vers la Jamaïque. Si tu fais ça seulement, simple mesure. Simple mesure. Oui, des études. Des études qui sont faites par des scientifiques. Mais ces études sont là. Pourquoi c'est pas appliqué là maintenant? Ah ben non, parce qu'ils n'ont pas intérêt, et c'est ça la droite. Ils n'ont pas intérêt à appliquer ces trucs-là. Pourquoi? Ah ben s'ils veulent changer, s'ils veulent l'amélioration des conditions de vie en Haïti. Mais ils le disent, mais ils ne changent pas. Par exemple, tu prends cette histoire de dialogue. Tu vois cette histoire, on était pour cette histoire de trouver... La fusion était pour. Oui, il était pour. Ah oui, on a lancé cette idée, il faut trouver un accord politique. Bon, regarde comment est-ce que ça s'est passé. Cet accord a été piraté. On se retrouve avec 40 partis politiques. Donc, la question devient majorité-minorité. Donc, tu as une majorité d'imbéciles, une majorité de cons, contre une minorité qui a des idées. Voilà, un peu c'est tout. Donc, tu ne peux pas, ça devient insupportable. Et c'est bien dommage. Si le président
Michel Martelly avait accepté le jeu, un accord politique sur l'essentiel. Pour une fois, on va organiser de bonnes élections dans ce pays. Il allait être le premier des présidents parce que depuis du 106, on organise des élections frauduleuses. Tu sais comment est-ce que le pays est divisé à partir d'une élection frauduleuse organisée par Pétion. Le temps pour Christophe de venir, Pétion a inventé 16 paroisses. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de communes, il y avait des paroisses. Et quand Christophe arrive, il voit, il dit, mais je n'aurai pas plus de pouvoir qu'un caporal. Il retourne chez lui, c'est la division. Et depuis lors, c'est ça. Mais pourquoi ne pas prendre le temps d'organiser de bonnes élections? Tu organises de bonnes élections, et puis bon, tu as un bon Sénat, tu as un bon Parlement, tu commences à avoir effectivement des structures solides. Et j'ai fait des plaidoyers pour des institutions solides. La gauche démocratique est pour l'alternance, mais pour que l'alternance soit réelle, ne soit pas verbale, eh bien, il faut que les institutions soient solides. En résumé, et socialisme de gauche, institutions solides qui fonctionnent, organisation de bonnes élections, plus d'élections, chauve-souris, et crédit à la portée de la majorité, la pensée entrepreneuriale, tu mets l'argent à la portée de la majorité, et l'éducation républicaine de qualité, formation des maîtres. Dans 3 ans, cher ami, je te donne rendez-vous, tu vois, le visage de ce pays change. Donc, et puis d'autres moyens aussi pour créer des emplois. Oui, le pays a du pétrole. On sait que le pays a du pétrole. On est en mesure d'ouvrir 2 ou 3 raffineries. Tu ouvres 2 ou 3 raffineries. Moi, je l'avais dit en 2006. Tu vois la quantité d'emplois que tu crées. Donc, c'est une autre chose, c'est une autre façon de penser. Et après, si tu as le temps, un peu de tourisme, ça vient après. Mais tu penses que le tourisme, il va venir dans un pays instable? Non, il faut garantir la stabilité. Tu as la stabilité, le tourisme vient. Ce n'est pas le tourisme d'abord et après la stabilité. Non, la stabilité d'abord et le tourisme vient. Okay. Voilà, si M. Martelly veut considérer ça comme une critique, oui, c'est une critique. Mais c'est une critique patriotique pour qu'on fasse mieux. Et c'est la même chose aussi. Il ne faut pas raconter de blagues aux gens. Ouais, petit maman chérie, petit papa chéri, etc. Non, tu donnes... Alors, il n'y a pas de petit papa chéri. Bon. Les gens, ils racontent n'importe quoi. Hein. Maintenant, les papas demandent aussi des petits papas chéris. Bon, voilà. Mais on a fait des prédictions. Le Premier ministre dit d'ici 2030, Haïti, sur cette voie-là, sera un pays émergent. Ah non, cher ami. Ah non, ça en sérieux. Non, ça en sérieux. Moi, j'ai vu ça, effectivement. C'est quoi un pays émergent? Non. Je vois le Premier ministre à l'ONU parler de pays émergent. Haïti sera tout, même avec un parti, même avec un gouvernement social-démocrate. Il peut être très avancé, tout ce qu'il veut, mais jamais un pays émergent. Il y a des critères pour être un pays émergent. C'est quoi ces critères? Pour être un pays émergent, il faut occuper une place dans le commerce international. Il y a une superficie qu'il faut avoir. Ah bon, là on est déjà limité. On est déjà limité. C'est un pays comme Taïwan, il peut être super capitaliste. Mais jamais il sera jamais un pays émergent. Cela veut dire qu'il ne faut pas détourner les concepts. C'était une erreur ou un détournement de concept? Bon, les deux à la fois, ça peut être une erreur, ça peut être un détournement de concept. À l'ONU. Ben oui, il faut, moi je crois qu'un Premier ministre, il doit être sérieux avant de prononcer un discours. Là, c'est surtout ses conseillers. Bon, ça peut être aussi de l'ignorance, purement et simplement. C'était dans un discours, c'était pas une improvisation. Non. Donc ils ont bien pesé les mots. Non, mais la publicité ici, c'est qu'en 2030, Haïti doit être un pays émergent. Moi, je crois qu'effectivement, en 2030, si nous suivons l'évolution, parce qu'on aura la 3e révolution industrielle, cela veut dire, à un certain moment, avec le progrès de l'Internet technologique, etc. Et si on change de source d'énergie, on sera obligé de changer de source d'énergie. Le pétrole qui coûte maintenant $100 le baril. En 1950, le pétrole coûtait $10 le baril. Le pétrole est extrêmement cher. Il y a des gens qui disent, surtout les conservateurs aux États-Unis, oui, mais c'est une énergie fossile qui explique les changements climatiques qu'on a. Il faut qu'on trouve une autre source alternative. Alors, si on trouve une autre source d'énergie, ça peut être le soleil, ça peut être le vent, ça peut être sur la terre, etc., etc. Et la rencontre de ces deux, la rencontre de l'innovation, comme tu as la Google, etc., l'information qui va vite, maintenant, tout se passe en heure réelle.
Tout se passe en heure réelle. C'est là, ça va vite l'innovation. Ça va vite l'innovation, mais on est à la recherche d'autres sources d'énergie. À partir du moment qu'on trouve d'autres sources d'énergie, les deux se rencontrent, tu as la troisième révolution industrielle. Tu sais, cher ami, les Allemands sont tellement au courant de cette affaire que déjà ils ont 30 000 voitures qui vont fonctionner à hydrogène et qui vont mettre sur le marché. Les Américains sont extrêmement conscients, les Chinois sont extrêmement conscients. C'est la raison pour laquelle que tout le monde maintenant va faire son petit stage en Allemagne. Alors, si nous avons des dirigeants sérieux, nous avons plein de soleil ici, nous avons plein de vent ici, nous avons plein de trucs dans notre sous-sol. C'est pas pour rien, on est dans une zone sismique. Cela veut dire qu'on a, dans une certaine mesure, un sous-sol riche, en mouvement. Mais il faut savoir, en mouvement, mais il faut savoir exploiter ça. Si nous avons des dirigeants qui voient loin, parce qu'on a loupé la première révolution industrielle, et le pauvre Louis-Joseph Janvier, il avait dit de la France étant, ne ratons pas la première révolution industrielle. C'est quand on commençait à mécaniser l'agriculture. La deuxième révolution industrielle, on l'a perdue malgré les avertissements de Firmin. On a préféré tuer le bonhomme, on a préféré l'exiler, on a loupé la deuxième révolution industrielle. Alors moi je lance un appel à tout le monde, aux jeunes, à tout le monde, nous ne devons pas louper la troisième révolution industrielle. Certainement, l'innovation va rencontrer une nouvelle source d'énergie. Il n'y a pas à sortir de là. Et si ça arrive, la quantité de sources d'énergie durables que nous, Haïtiens, nous avons, et si nous avons des dirigeants qui sont à la hauteur, et qui appliquent la politique qu'il faut appliquer, en commençant par l'environnement, parce que si ça fait 40 ans, il fallait 10 ans pour faire une forêt, maintenant avec la nouvelle technologie, il faut 4 ans pour une forêt. Cela veut dire qu'on peut mettre des forêts partout en utilisant la nouvelle technologie. Ça, c'est une chose. Maintenant, si nous utilisons bien la nouvelle technologie et nous tenons compte de ce qui est en train de se faire maintenant et que nous nous mettons dans la tête que la troisième révolution industrielle est incontournable, je suis absolument sûr qu'à partir de nos possibilités, de notre potentialité, de ce que nous avons dans notre sous-sol, nous prendrons le leadership de la Caraïbe. Oui, mais pas comme pays émergent. Pas comme pays émergent, tout ce que vous voulez, mais pas comme pays émergent. Il n'y a pas dans la Caraïbe, aucun pays ne peut être pays émergent. L'Afrique du Sud, non. Je te donne un exemple. Pourquoi on parle des CIRS? On parle de la Chine, on parle de l'Inde, on parle de la Russie, CIR, on parle de la Russie, on parle de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu vois? Ce sont des pays qui ont une étendue de territoire important. La Chine, qui ont un territoire important, qui occupent une place considérable dans le commerce international, qui peuvent devenir grande puissance, comme tout le monde, mais avec 27 000 km², avec 10 millions d'habitants, ou même 20 millions d'habitants, tu peux avoir un pays où il fait bon de vivre, très bien, mais pas un pays émergent. Si tu insistes, tu dis pays émergent, tu es ridicule, et puis tu es en train de contourner les concepts, ce qui est un vol comme les autres. Merci Serge-Gilles. C'est les paroles d'un homme à gauche qui s'est identifié à gauche et qui est resté à gauche à la même place où se trouve son cœur. Avec lui, on a vu un peu ce qu'est la gauche au premier degré. Il a fait la différence entre les différents types de gauche qu'il y a. Il a fait la différence avec la droite aussi. Et il a dit comment on pourrait s'en sortir si, pour l'éducation, on a un peu plus d'1%. Je crois qu'il a tout dit et on espère avoir